1901-2026, nous sommes dans la 4e année et au jour 330 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport quotidien de la situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons le développement des drones terrestres. Nous voyons aussi ce que la brigade de parachutistes ukrainienne raconte sur la bataille au nord de Pokrovsk. Et ce que nous voyons également, ce sont les effets des drones et des personnes qui n'ont absolument rien de mieux à faire que de se mettre elles-mêmes dans des situations vraiment mauvaises, et bien d'autres choses encore. Avant cela, voyons la mise à jour en direct d'Ukraine aujourd'hui. Les autorités de Kharkiv signalent qu'une attaque combinée de roquettes, d'artillerie et de missiles balistiques a frappé la ville ce matin. PET est actuellement sur place et a assisté à l'attaque aérienne russe. Regardons la mise à jour. Alors, je suis actuellement à Kharkiv et je viens d'être informé que 2 missiles ont déjà frappé la ville et que d'autres sont en route. Un missile est apparemment tombé là-bas. C'est le plus près que j'ai jamais été. Je ne vais pas continuer à avancer maintenant. De toute façon, il n'y a pas de signal Global Positioning System en ce moment. Et je n'ai rien remarqué de tout ça à part l'alerte aérienne. Et maintenant, quelqu'un sur place m'a informé, donc je vais vous dire ce que je sais maintenant. Alors, il y a eu jusqu'à présent 2 frappes de roquettes. Quelqu'un ici sur place m'a informé. Je faisais des courses et ce que j'ai filmé est à 300-400 mètres de moi. Je suis donc à la périphérie de la ville et là, il y a en tout cas donc... Je ne sais pas maintenant, mais j'ai envoyé la vidéo à la personne, elle a dit oui, c'est très probablement un impact, ça brûle encore, donc je regarde par là-bas. Donc on voit la fumée s'élever, et oui, je ne veux pas vraiment filmer dehors maintenant, il y a la police juste à côté de moi. Vous venez d'entendre un impact, le 3e selon moi, j'espère que vous l'avez entendu. Donc nous envoyons déjà les ambulances là-bas. Comme dit, je n'irai pas non plus dans cette direction. Comme dit, vous avez entendu l'impact dans l'autre vidéo. J'attends, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de Global Positioning System, je ne sais pas où je suis. Ça ne sert à rien tout ça. Des villes sont encore bombardées. 2 soldats russes ont été attachés nus à des arbres et abandonnés dans la neige par leur unité en plein hiver. Vidéo complète sur mon canal Telegram. Les 2 hommes étaient en hypothermie et tremblaient. La raison avancée était une mesure disciplinaire, car les personnes auraient en consommé illégalement du cannabis de leurs supérieurs. L'incident est présenté en interne comme une mesure éducative et justifié par l'exigence d'une armée stricte mais professionnelle. Cela met en évidence les problèmes de commandement, d'application du droit et d'ordre interne chez les Russes. Je reste toutefois partisan de la carotte et du bâton. Quand des camarades se volent, c'est toujours mauvais, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Qui aurait une idée aussi stupide? Mais ce genre de punition ne motive pas forcément à continuer d'obéir. Le commandement et l'obéissance, tout cela vient du respect et non de la peur. Si j'ai un excellent supérieur, très charismatique ou reconnu pour ses compétences, et j'ai aussi beaucoup de respect pour lui, parce qu'il traite bien ses gens, par exemple, je ne le volerai jamais. Quelqu'un qui punit ses subordonnés pour une erreur perdra définitivement leur respect. Ils auront juste peur, et diriger par la peur n'est pas idéal, surtout pour la motivation et le moral des soldats. Regardez ici, un drone ukrainien repère et détruit un drone terrestre russe. Mais qu'est-ce qu'il transporte avec lui? Au début, je croyais que c'était une plateforme pour lancer des roquettes non guidées ou de petites grenades de mortier. Cela contredit que la face inférieure de ces modules ne soit pas ouverte vers le bas, mais orientée vers le véhicule terrestre sans pilote. Un tir aurait pratiquement endommagé ou détruit son propre véhicule à cause du souffle de retour. Ce qui rend bien sûr cette interprétation improbable, mais en regardant de plus près, la construction semble plutôt indiquer un équipement électronique. Il est plus probable qu'il s'agisse de composants de guerre électronique, comme des brouilleurs visant à perturber les drones ukrainiens ou les communications radio. Il pourrait aussi s'agir d'un relais pour renforcer la communication entre unités russes ou augmenter la portée des drones, comme un répéteur. On le déplace en quelque sorte loin entre la cible et ses propres positions, ce qui permet au drone d'avancer encore, de voler plus loin, puisque la connexion reste maintenue. À condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas de drones à fibre optique, on remarque la présence de plusieurs batteries supplémentaires à bord, ce qui laisse supposer une forte consommation d'énergie.
Le drone terrestre a servi de nœud de brouillage mobile ou de relais pour des systèmes sans pilote. Restons sur les Unmanned Ground Vehicles. On observe un fort développement, surtout du côté russe, avec de plus en plus de soldats russes de la 3e. Divisions de fusiliers motorisés ont équipé 2 véhicules terrestres sans pilote d'un canon de 12,7 mm et ont attaqué des positions de soldats ukrainiens. C'est déjà un fait. Il est très intéressant de voir comment un drone de reconnaissance aérien indique aux pilotes des drones terrestres où se trouvent les positions et comment les attaquer. Puis il tire sur les soldats présents. Que peut-on accomplir d'important dans cette situation en étant de l'autre côté ? Les véhicules terrestres sans pilote ont une silhouette basse et un armement lourd, même si on parvient à les toucher. Si on osait sortir la tête sans se faire toucher, le blindage pouvait facilement dévier les armes de petit calibre. Et si on n'a pas soi-même de drones à disposition, il devient difficile de les combattre. Il faudrait pratiquement les contourner. Ce qui est aussi difficile, puisqu'il y a justement un drone dans le ciel. Il peut tout voir et transmettre instantanément ses mouvements. À mon avis, c'est encore plus difficile à combattre que des soldats. Les parachutistes ukrainiens du 7e corps rapportent environ 370 Russes tués ou blessés près de Pokrovsk la semaine dernière, la 76e étant particulièrement touchée. La division aéroportée du côté russe qui, selon les informations ukrainiennes, a subi de lourdes pertes et souhaite progressivement recevoir des renforts d'ici la fin du mois. Jetons un coup d'œil à la carte. Nous voyons ici la 76e. La division aéroportée dont nous venons de parler. Et ici en haut des unités du 7e corps, donc la 79e, brigade aéroportée et la 25e. Brigade aéroportée côté ukrainien et d'autres unités non précisées. Mais nous voyons aussi que, malgré les lourdes pertes infligées selon les Ukrainiens, la Russie est également présente. C'est d'ailleurs l'endroit où, au Nouvel An, nous avons vu des soldats ukrainiens de la 79e. Brigade, si je me souviens bien, a tiré des feux d'artifice pour le Nouvel An. Cette zone est maintenant sécurisée et contrôlée par les Russes. En même temps, les forces ukrainiennes tiennent encore leur position dans la région de Myrnorad. C'est pratiquement de ce côté-ci. Cela a jusqu'ici empêché le renfort russe au nord-est de Pokrovsk, selon le 7e corps. Mais à Myrnorad, la situation est différente selon moi. Pour moi, Myrnorad est orange. Chez moi, les zones grises sont déjà jaune-orange, ce qui accentue la situation. Je n'ai pas eu de glycosylation ici depuis près de 2 semaines, les dernières juste après le Nouvel An. Je ne sais presque pas où sont les unités ukrainiennes et russes. Il n'y a pratiquement plus rien qui vienne du village. Je pense que les Russes ont déjà presque entièrement occupé Myrnorad et que les Ukrainiens restent surtout entre les lignes de front. La situation indique donc que les combats restent intensifs. La Russie tentant de compenser ses pertes en amenant de nouvelles unités sans avoir jusqu'à présent obtenu de percée opérationnelle. La percée qu'ils visent doit se faire ici. Les Russes attaquent chaque jour 7 à 8 fois par cette route, tentant d'atteindre ce village, pour tenter de gagner un petit avantage loin de Pokrovsk. Le taux de recrutement et d'acheminement des Russes paraît aussi élevé que leurs pertes sur le front. Ils ne renforcent donc pas vraiment leurs effectifs, ils n'avancent que pas en termes de puissance. En résumé, il faudrait 2 fois plus de soldats pour percer, sinon la progression devient quasi impossible. Maintenant, ils reçoivent juste assez de soldats pour compenser les pertes. La Russie a 3 options. Soit mobiliser, ce qui est très impopulaire et ne sera sans doute fait qu'en dernier recours. Ou bien ils essaient de renforcer un autre secteur du front. Et ici, ils relâchent un peu la pression, car les forces sont beaucoup trop concentrées et il y a un encombrement. Dernière option, ils délaissent d'autres secteurs pour renforcer celui-ci, mais risquent de perdre le contrôle ailleurs et de subir encore de lourdes pertes ici. Les drones First Person View permettent désormais de contrôler entièrement des zones très détruites et difficiles d'accès pour détecter l'ennemi, sans risquer la vie du personnel. Dans les images montrées, un drone survole un hangar détruit qui semble d'abord vide. De façon systématique, le drone survole les coins, les niches et les angles morts, jusqu'à ce qu'il découvre finalement un soldat isolé qui se cache sous une remorque. Le champ de bataille a donc beaucoup évolué. Se cacher ne suffit plus à se protéger. Des espaces qui autrefois ne pouvaient être inspectés qu'avec de l'infanterie et un risque conséquent peuvent aujourd'hui être contrôlés à distance, sans aucun danger. Mais cela, vous le savez déjà. Les drones First Person View ne sont pas seulement des armes d'attaque, mais deviennent aussi des outils de reconnaissance précis à courte distance capables de se défendre.
Et comme toujours, nous voyons que, en tant que simple soldat, on n'a pratiquement aucune chance. Presque toutes les vidéos de drones de reconnaissance montrent un soldat tué ou gravement blessé. On voit rarement des soldats ayant pu se défendre. Pour eux, la guerre s'arrête là. Qui il était, ce qu'il faisait dans cette guerre, ce qui l'a poussé à y aller et qui il a dû laisser derrière lui, nous ne le saurons jamais. Mais il entre dans une statistique où, dans la masse, il ne se distinguera plus, contrairement à ici. Des drones ukrainiens détruisent 2 S-2 stockés dans un hangar, une perte coûteuse. Et si l'on réfléchit au nombre de systèmes déjà perdus et à la couverture actuelle sur le front, c'est un coup bien plus sensible. Encore une fois, ici. Un radar russe, S-400, a été touché ici, alors qu'il était en mouvement. Ce radar est crucial pour le fonctionnement du système de défense anti-aérienne, S-400. C'est donc une cible de très grande valeur, bien plus importante que le lanceur lui-même. Savez-vous ce qui pose vraiment problème avec ces actions ? Un citoyen américain a été arrêté après une escale dans la ville russe de Sotchi, sur la mer Noire, et est condamné à 5 ans de prison. Il s'agit de Charles Wayne Zimmerman, qui faisait le tour du monde en voilier. Son voyage l'a mené des États-Unis au Portugal, puis à Majorque, avant de contacter via Internet une femme russe et d'accoster à Sotchi. Les autorités russes ont affirmé qu'il possédait des armes à feu illégales. C'est possible, je n'affirme pas le contraire. Le jugement est déjà définitif, Zimmerman a commencé à purger sa peine de prison. L'affaire s'inscrit dans un schéma bien connu. Des citoyens occidentaux se rendent en Russie sans raison impérieuse. Il a été plus ou moins attiré par une sirène. Ces créatures fabuleuses aux chants envoûtants attirèrent des marins vers la mort. Attiré par une femme, arrêté, il a ensuite servi de monnaie d'échange lors de négociations. Par le passé, de tels cas se terminaient souvent par un échange de prisonniers, au cours duquel la Russie récupérait des agents de renseignement de haut rang, des cybercriminels importants ou des acteurs clés dans le contournement des sanctions. On récupère donc des personnes importantes contre d'autres moins occupées. Merci à tous les abonnés, membres et à l'équipe Algo. Merci à Oberslaughter, Rennecke, Robert Siller, Dietrich, Freddy et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine mise à jour.